le mois de mai, qui est le mois vraiment du dépistage de l'hypertension artérielle. Nous avons d'autres cohortes que nous faisons au mois de septembre avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles dans mon pays, le Bénin. Et là, effectivement, nous faisons encore des dépistages variés, aussi bien l'hypertension artérielle, le diabète, en faisant une sensibilisation vraiment grand public contre le tabac, contre la sédentarité, l'obésité chez nous, surtout les femmes. Tout ceci fait que, de manière globale, nous faisons de la prévention à travers donc toutes ces activités effectivement grand public. La particularité en Afrique, et plus précisément dans mon pays, le Bénin, c'est la régularité n'est pas de mise. Il y a ceux qu'on dépiste en cours de consultation classique. Et ça, déjà, c'est déjà en retard. Et il y a surtout le silence complet par rapport à la réalité dans le grand public. Et dans le grand public, la réalité est que la majorité de ceux qui viennent ne se connaissant pas vraiment hypertendus sont très élevés, qu'ils ont découvert lors des complications. Et quand on prend par exemple l'insuffisance rénale, la toute première cause vraiment de l'insuffisance rénale au pays, c'est d'abord l'hypertension artérielle, c'est le diabète, dans une proportion de à peu près 7 malades ou 8 malades sur 10. L'hypertendu, c'est à peu près 7-8 sur 10 malades en population hospitalière. Et quand on prend les AVC également, c'est à peu près pareil. C'est entre 6, 8, voire 9 sur 10 malades hospitalisés, ce qui fait que dans les services, par exemple, de neurologie, sur 10 malades, il faut voir beaucoup plus d'AVC qu'autre chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, franchement, pour ce que je vois, nous avons des patients dans la patientèle vraiment cardiovasculaire que moi je connais, qui ont vraiment des patients polyfactoriels, c'est peut-être mieux vous parler de polyfactoriels, ayant obésité, hypertension artérielle, diabète, insuffisance rénale, AVC, mais ayant une moyenne d'âge pas trop âgée, entre 45 et 55 ans. C'est une vraie problématique parce que d'ici 2030, la population vraiment des diabétiques dans les pays sous-développés, ça va nous écraser. C'est vrai, nous avons encore une préoccupation de tout ce qui est maladie transmissible, mais important. Si la prévention ne démarre pas et ne prend pas le relais, si nous ne nous organisons pas pour que cette prévention, qu'elle soit primordiale, promotionnelle, préventive, nous risquons d'être écrasés d'ici quelques années, 2030, 2050, par les maladies non transmissibles. Quand on prend le concept d'ailleurs de la prévention, on sait que la femme enceinte qui est dénutrie, qui est stressée, qui est anémiée, mal suivie, déjà au sein de son ventre, l'enfant qui va naître a déjà un petit rein. Ce petit placenta, les études démontrent que cela, avec l'entièreté des déficits, des oligo-éléments dans lesquels cet enfant, ce nouveau-né va sortir, depuis la conception jusqu'à 2 ans, les 1000 premiers jours, ça c'est les zones effectivement où tout ce qui sera, semblerait-il, ça c'est les concepts que nous devons encore vérifier, ce qui serait de l'avenir cardiovasculaire, des complications cardiovasculaires, du patrimoine cardiovasculaire, tout se lie à ce que l'enfant a subi durant les 1000 premiers jours. Ceux qui auront des mères hypertendues, hypercholestérolémiques, dénutries, oligo-éléments n'existent pas, diabétiques au cours de la grossesse, tout cela, l'enfant, même s'il n'est pas diabétique, ce passif durant les 1000 jours pourrait être un passif important sur lequel, à l'âge de 30 ans, 40 ans, nous aurons les complications cardiovasculaires. Les études le démontrent et il faut qu'effectivement nous puissions nous armer pour que la nutrition dans la prévention des complications cardiovasculaires, des maladies, la survenue des maladies non transmissibles, nous puissions y penser et bien sûr associer en dehors des 1000 jours aux facteurs environnementaux, nous puissions les intégrer pour jouer un grand rôle beaucoup plus diversifié dans ce que nous souhaitons avoir comme action dans la prévention des maladies non transmissibles. Donc, je crois que c'est un point de faiblesse. Quand vous le dites, il y a des patients qu'on n'aurait pas pu amputer et que je revois. Il y a un des patients qui travaille à l'extérieur qu'on voulait vraiment amputer. Quand je les ai vus, l'approche diagnostique, la réévaluation, depuis 2 ans, avec des traitements effectivement associant tout ce qu'on peut associer comme traitement vraiment de consolidation au niveau vraiment artériel. Quand on n'évalue pas, on ne sait pas. Ce n'est pas que prendre essentiellement les poux. Prendre les poux, c'est déjà un acte.
Mais combien même parmi nous les médecins, aussi bien généralistes, spécialistes, de manière systématique, le font? La sensibilisation, le parcours du malade d'abord. Quand on prend l'hypertendu, quand on prend vraiment le diabétique, quand on prend l'insuffisance rénale, l'obèse, la nécessité effectivement de bien regarder les pieds, la nécessité de dire, bon, changeons les deals par rapport à chacun et que l'accompagnement qu'on devait faire pour celui qui est obèse, qui est arthrosique, comment l'aider à travers les conseils, à travers la nutrition. Et quand on dit la nutrition, on n'en a pas beaucoup. Quand on dit en ce qui concerne l'évaluation du profil lipidique, du profil vraiment glycémique, parce que tous ces éléments-là vont favoriser tout simplement la sédentarité des cieux, le tabac, même si on n'en a pas beaucoup, il y en a, les lésions artérielles. On est parfois surpris des patients qui ne sont ni peut-être hypertendus, un peu diabétiques, mais parfois très peu diabétiques ou pas du tout, mais seulement un ou deux facteurs de risque, ou alors rien que le niveau tout petit peu élevé de cholestérol, qui ont un lit vasculaire vraiment. Donc, il faut l'IPS. C'est en cela que votre technologie me merci. En fait, si je me suis intéressé vraiment dans mon hésitation à investir, c'est que je sais que la demande n'est pas encore là. Mais mon envie est que l'IPS sur les 4 membres et surtout au niveau des orteils. Parce que si on a au niveau des orteils devant une plaie, de dire oui, il faut amputer et couper, et que bon, au niveau des orteils, on est bien au-delà de 0,30, 0,40, ben comment faire? Il faut quand même des jeunes de 40 ans, 42 ans, parce que c'est de ça. Ce n'est pas vraiment des personnes âgées de 70 ans que nous avons. Des jeunes qui sont amputés et qui sont amputés carrément avec tout ce que ça comporte à vie, dans leur vie vraiment professionnelle, etc. Et je crois que moi, cet objectif, je l'ai atteint. C'est un objectif pas forcément de dire je vais m'en aller là. C'est surtout avoir un réseau de médecins qui vont aider à ce que, ne serait-ce qu'au niveau des dépistages, les haltéropathies, nous puissions encore mieux faire. Et pour ça, merci vraiment à Messi pour ce que vous faites, sans oublier effectivement la pathologie, les fibrillations auriculaires, les anomalies effectivement rythmiques, l'électrocardiogramme, et surtout cet espace vraiment de mémoire que vous me permettez vraiment de garder, nous puissions encore aller récupérer les sujets. Ce qui m'a guidé pour faire cet investissement, là, le patrimoine de l'électrocardiogramme que j'ai, qu'on puisse aussi travailler dessus avec les jeunes qui sont en formation, qui sont passés vraiment dans ma structure, avec qui j'ai gardé vraiment de bons contacts. Et je crois qu'au retour au pays, on va y travailler pour que asseoir quelque chose de nouveau dans cet esprit d'humanité pour que le parcours vraiment du diabétique, le parcours de l'hypertendu, des obèses, nous puissions dire, nous faisons quelque chose de différent pour les inviter et faire vraiment de l'accompagnement, de la sensibilisation. Ça permettra effectivement de faire quelque chose de différent. Quel que soit vraiment le malade, qu'il soit hypertendu, diabétique, ou obèse ou sédentaire, c'est très important. Sans cela, nous ne pouvons pas effectivement faire un dépistage rapide. L'IPS est capital dans la facilité effectivement de médecine. Oui, il y a l'investissement initial, mais dans la rapidité et surtout dans la faisabilité, c'est quelque chose de très important. Par rapport à l'électrocardiogramme, le fait de le faire assez facilement, oui, nous on le faisait sur papier, etc. Bon, je dis sur papier, le papier disparaît. Hein. Quand on est mouillé par la pluie, etc., on l'a froissé quelque part. Au début, ça a été difficile, même pour le personnel. Il disait non, mais il dit non, écoutez, on va faire ça comme ça. Dites aux malades, vous les envoyez par WhatsApp ou alors par mail. Et non, ça, je crois que c'est un élément capital pour la détection. Et tout ce qui est anomalie du rythme, qui peut les hyperexcitabilités, la fibrillation auriculaire, les troubles du rythme, de tous les troubles conductifs, ça nous permet, associé effectivement à l'IPS, à faire un screening des malades à haut risque. Ah non, la Messi tablette, pour moi, ça a changé tout. Les gens peuvent imaginer que cet investissement, c'est un investissement un peu trop posé dans nos contextes de travail. Mais avec le recul, moi, j'ai vu très rapidement, hein, parce que j'ai anticipé sur le fait que la préservation vraiment de réchauffement climatique, dans l'utilisation des papiers, etc., on engraffe, on fait ceci, c'est trop lourd. Et dans la rapidité, et surtout dans la facilité de me l'envoyer. Ici, je suis à plus de 6000 km. Ce matin, j'ai eu déjà 3-4 électrocardiogrammes. J'ai dit, faites ça, faites ça, faites ça. Et honnêtement, je crois que ça aide énormément. Et si, même je ne suis pas là, un nourrisson ou alors un enfant de moins de 5 ans qui a un rythme qu'on appelle à 60, 70,
ils savent que ça, attention, hein, ça ne peut pas être vraiment normal. Ça doit être au-delà. Hein. Une bradycardie, elle dit, mais tout ce qui est inférieur à 60, écoutez, faites attention. Tant que l'attention. Donc, honnêtement, ça favorise énormément de choses avec la facilité vraiment de la communication. Et je crois que, bon, Messi a vraiment bien fait. Et je crois que, mais ça va prendre. Moi, j'anticipe un peu trop peut-être sur l'avenir, mais je préfère le faire comme cela. Parce que, franchement, c'est un gain de temps énorme et une facilité de communication pour prendre des décisions rapides, même si on n'est pas sur place.